Une question de Francis. Merz a déclaré qu'il veut doter l'Allemagne de l'arme la plus puissante d'Europe. Cela vous évoque-t-il un précédent historique? L'armée, pardon. Oui, bah oui, évidemment. Oui, évidemment. Non, ça c'est. Ce qui est vraiment terrible, mais vraiment, vraiment terrible, c'est que les choses sont graves. Les choses sont vraiment graves dans tous les domaines. Et les oppositions, le Rassemblement national, qui porte une responsabilité écrasante, et toute la gauche qui en porte aussi une responsabilité, refusent de lancer la destitution de Macron. On est dans une situation, je suis désolé, Macron, il est allé en Pologne, il a annoncé comme une fleur il envisageait de mettre à la disposition des Polonais qui ne demandent que ça, nos armes nucléaires. Mais enfin, je ne sais pas ce qu'il faut que les Français... Il va falloir que... à partir de quel moment les Français vont se réveiller, vont se dire ça, c'est pas possible. La force de frappe nucléaire que nous a constituée Charles de Gaulle, qui a ensuite été poursuivie dans sa mise au point par Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand et même encore Jacques Chirac, puisque les essais nucléaires, les derniers essais nucléaires dans l'atmosphère, pas dans l'atmosphère, les derniers essais nucléaires ont été faits réels, ont été faits par Chirac, avant de passer à des essais, par simulation informatique. On a eu des chefs d'État qui ont... C'est le sanctuaire de notre indépendance nationale. La force de frappe nucléaire n'appartient pas au mari de Madame Trogneux. Voilà. Ça n'appartient pas à M. Macron, qui d'ailleurs n'a plus aucune légitimité pour parler. Je l'ai dit ce matin. Le scandale de ce qui s'est passé hier à la télévision française, c'est que l'on a entendu pendant 3 heures un monsieur qui certes est président de la République, mais qui a été désavoué totalement dans les urnes. D'ailleurs, il suffit de voir le micro-trottoir qui a été fait, était éloquent. Et le sondage qu'a présenté TF1 n'est pas moins éloquent. Il y a 68 ou 69%, pour pas dire 70%, de Français qui considèrent que la situation en France s'est aggravée depuis 2017, ce qui est tout à fait exact. Et par ailleurs, il y a également... je crois il n'y a que 7%, ce qui est déjà beaucoup, de Français qui considèrent que ça s'est amélioré. Donc le rejet est un rejet absolument massif, et de la politique et de la personnalité de Macron. Tout le monde a compris que c'est un menteur, un incompétent, un imposteur, quelqu'un d'extrêmement méprisant, quelqu'un qui n'a... D'ailleurs, la façon dont il a réagi devant TF1 lorsque Gilles Boulot lui a montré le résultat du sondage et lui a montré également le micro-trottoir, il a eu cette attitude insolente et narquoise avec ce petit sourire en coin. « Ah, vous ne m'avez pas beaucoup soigné, etc. » Mais il devrait se couvrir de honte qu'il y ait les 3/4 des Français qui considèrent qu'il est en train de ruiner le pays. Non, pas du tout. Lui, il continue. Comme ça, il avait dû encore utiliser des puissances certainement illicites avant l'émission. Enfin, c'est quelque chose d'incroyable. Donc Macron, la force de frappe n'appartient pas à Macron, ça appartient au peuple français. Il n'appartient pas à Macron de prendre des décisions qui nous engagent, nous, collectivement, pour aller faire la guerre en Ukraine, contre la Russie, nous sentir solidaires de la Pologne, ou éventuellement même regarder là, sans rien faire, le réarmement allemand. Le problème de Macron, c'est que, comme d'ailleurs la plupart des gens qui nous gouvernent, on ne peut pas forcément le leur reprocher parce qu'ils n'ont pas fait beaucoup d'études. Parfois, ils n'ont fait aucune étude, comme Bardella. Ils n'en ont fait pas beaucoup, comme Gabriel Attal. Ils ont essayé d'arnaquer des diplômes comme Macron. Je rappelle que Macron, il n'y a pas eu de classement de sortie pour l'ANENA. Je rappelle qu'il avait fait savoir qu'il était un ancien de l'école normale supérieure. C'était faux. Enfin, c'est un arnaqueur, hein, vous savez. Et tout le monde sait que lorsqu'il est entré chez Rothschild, sortant de l'inspection générale des finances, il a eu droit à des passements incroyables. Et ses collègues de chez Rothschild étaient effarés par l'ignorance de Macron. Il était associé gérant, il ne savait pas ce que c'était qu'un EBITDA, il ne savait pas lire un compte, quoi. Enfin, c'est incroyable. On se demande toujours quelle est donc cette fée mystérieuse qui a propulsé ce monsieur à la tête de la France. En attendant, on ne peut pas... Moi, je ne peux rien sans vous. Enfin, on ne peut pas laisser Macron
brader notre armement nucléaire. Installer nos armes nucléaires en Pologne, c'est éventuellement risquer qu'un gouvernement polonais un jour décide d'utiliser un missile de fabrication française pour l'envoyer sur la Russie. Est-ce que les Français se rendent compte de ce que ça veut dire? Est-ce que les Français se rendent compte de ce que ça veut dire qu'un ultimatum? Est-ce que les Français se rendent compte que, comme le dit Donald Trump, on n'a pas les cartes en main? Est-ce que les Français, est-ce que Macron se rend compte que l'Europe est battue sur le terrain en Ukraine, qu'il y a 20% du territoire de l'ancienne Ukraine qui désormais est sous la domination de l'armée russe? Et d'ailleurs, au passage, je signale, parce que c'est un argument que personne jamais n'invoque, si les populations qui étaient dans le Donbass et en Crimée étaient tout à fait hostiles à la Russie, il y aurait en permanence des actes de sabotage, mais rien. Moi, je suis allé en Ukraine en 2015. Je peux témoigner qu'en Ukraine, il y a 90% de Russes qui sont, comme le disent les Russes, ils sont plus Russes que les Russes. Voilà, ce sont des gens qui ont accueilli la Russie comme des libérateurs. Pareil dans le Donbass. Ce qui n'est pas vrai du reste de l'Ukraine. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans tous les scénarios qui sont envisagés, Vladimir Poutine ou Lavrov n'ont jamais évoqué devant les Américains l'idée, par exemple, qu'ils voudraient mettre la main sur l'ensemble de l'Ukraine. Et encore moins, bien sûr, sur la Pologne, l'Allemagne, la France. Ça, ce sont les délires macronistes. Donc, non. Eux, ils veulent simplement protéger les populations russophones, russophiles et d'origine russe qu'il y a dans ce qu'on appelait Novorossia, donc tout le sud-est de l'Ukraine. Et ils veulent également que l'Ukraine reste un pays qui soit en dehors de tout bloc. Ils ne veulent pas avoir l'OTAN à leur porte. Voilà. De la même façon que les États-Unis ne voudraient pas avoir l'armée populaire de libération chinoise ou l'armée russe investir des camps entiers au Mexique ou au Canada. Voilà. C'est aussi simple que ça. Bon. Donc dans ces conditions, ne pas bouger et laisser Macron aller dire qu'il va signer ci et ça avec des gens dont notre intérêt n'est absolument pas d'aller prépositionner des armes nucléaires en Pologne. Notre intérêt n'est pas non plus d'en prépositionner en Allemagne. D'ailleurs, l'Allemagne n'a pas le droit d'avoir des armes nucléaires. Ça, c'est pris le traité de Moscou de 1980. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler, qui a clôturé la guerre froide. Donc, on est face à une situation ça va pas. Ça va pas. Macron, il faut absolument arrêter. Il n'a pas le droit de faire ça. Alors, comme le dit l'internaute, par ailleurs, quand on a un petit peu le sens de l'histoire, ça fait des siècles qu'il faut que les Français ont appris à se méfier du monde allemand. Parce que les Allemands sont des gens... Comme disait De Gaulle, quel peuple, disait-il. Vous savez, De Gaulle, c'est cette anecdote incroyable. Il va, je crois, fin de 1944 ou début 1945, il se rend en URSS. La guerre n'est pas terminée, mais il est à l'invitation de Staline, et il va sur le théâtre de la bataille de Stalingrad. Donc là où il y a eu le début du renversement complet du cours de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est une anecdote, c'est célèbre, parce qu'il y a De Gaulle qui regarde ça, on lui montre Et il y a De Gaulle qui dit devant, je sais pas, c'était peut-être Zhukov qui était là, enfin il y avait un très très grand vainqueur du soviétique qui accompagnait De Gaulle. Et je crois que De Gaulle dit devant Zhukov, quel grand peuple. Et donc évidemment, alors je sais pas si c'est Zhukov ou un autre, évidemment se rengorge et pense que De Gaulle parle du peuple soviétique. Et De Gaulle précise, je veux parler des Allemands. Ce qui est une anecdote assez croquignolette, parce que vous savez que De Gaulle était germanophone, De Gaulle admirait beaucoup l'Allemagne, mais il en connaissait aussi les dangers de l'Allemagne. Et quand il dit quel grand peuple, parce que c'est vrai que quand vous allez à Stalingrad, c'est quand même à des milliers de kilomètres de Berlin, c'est quand même un exploit assez extraordinaire. Non moindre est l'exploit des Soviétiques. Je ne veux pas du tout dire que les Soviétiques ont eu c'est eux qui ont gagné la Seconde Guerre mondiale, même si malheureusement Macron et les sbires occidentaux veulent essayer de gommer cette affaire. Mais tout ça pour dire que De Gaulle, qui savait très bien, comme d'ailleurs tous les dirigeants français des années 20, des années 30,
Lisez un livre absolument formidable, le livre de Jacques Bainville sur les conséquences politiques de la paix qu'il a écrit en 1919. C'est un livre d'une intelligence, d'une prémonition, d'une intuition extraordinaire. Ce que Jacques Bainville a écrit donc en 1919 ou 1920 à partir des traités de Sèvres, de tous les traités qui ont conclu la Première Guerre mondiale, que ces traités étaient tellement mal fichus, avec les points de Wilson, que forcément il y aurait une Deuxième Guerre mondiale qui arriverait. Voilà. Il a décrit avec une justesse qui sidère la montée en puissance d'un mouvement style Hitler qui allait remettre tout ça en cause. C'est d'une intelligence extraordinaire. Et qu'est-ce que disaient donc tous les grands anciens en France? Ils savaient qu'il faut toujours faire très attention, parce que c'est un très grand peuple, et c'est un peuple qui aime l'armée, qui est un peuple militarisé, notamment avec Frédéric II de Prusse. C'était son dada, Frédéric de Prusse. Et donc, le jeu de la France, le jeu géopolitique français, mais ça remonte à très loin, c'est l'un des enseignements fondamentaux de Richelieu, puis de Mazarin, pendant la guerre de 30 ans. La guerre de 30 ans qui commence, vous le savez, avec la défenestration de Prague en 1618, qui se termine en 1648. À l'issue de ça, la France est parvenue à faire... l'immense talent de Richelieu et de Mazarin, c'est d'arriver au traité dit de Westphalie, le traité de Münster et d'Osnabrück, au terme duquel on va avoir l'Europe des nations, avec donc des nations qui vont coopérer, mais surtout la pulvérisation de l'ensemble allemand. Les Allemands, les Français, l'intelligence machiavélique de Richelieu et de Mazarin, c'est d'avoir fait en sorte que l'Allemagne ne se fédère pas. C'était d'ailleurs le reproche essentiel que quelqu'un comme Bismarck, dans la seconde moitié du XIXe siècle, adressait aux Français. C'est-à-dire, il disait, à cause des Français, on n'a pas pu unifier l'Allemagne. Voilà, puisque l'Allemagne, c'était le Saint-Empire romain germanique. Vous savez, il y avait des princes électeurs, il y avait 7 princes électeurs. Il y avait 4 civils, il y avait 3 religieux, qui étaient... cette espèce de superstructure du Saint-Empire romain germanique. Et il y avait le royaume de Bavière, le duché de Bade-Wurtemberg, le royaume de Prusse, etc., etc. Des archevêchés, des villes libres, des villes de la Hanse et compagnie. Et donc c'est ça, cette division-là avait fait en sorte que la France avait émergé avec Louis XIV, avec la France du grand siècle, puis Louis XV, comme la première puissance du monde, parce qu'elle avait neutralisé la potentielle puissance allemande, sachant que l'Angleterre était beaucoup moins peuplée, et sachant que l'Italie était également pulvérisée aussi. Mais là, la France n'avait pas eu besoin d'agir entre les États de l'Église, le duché de Milan, le royaume des deux Siciles et compagnie. Donc la France était l'État unifié le plus puissant d'Europe et quasiment du monde. Voilà. Dans les années d'après la Seconde Guerre mondiale, il y avait un proche de Gaulle qui s'appelait François Mauriac, qui avait eu ce bon mot qui était resté célèbre. Et c'était aussi un très grand germanophone et germaniste. Et il avait dit « J'aime tellement l'Allemagne que je préfère qu'il y en ait 2 », faisant allusion à la RFA et à la RDA, la République fédérale d'Allemagne, donc rattachée au camp occidental, et la République démocratique allemande rattachée à l'Union soviétique. Toujours cette idée qu'il fallait essayer de maintenir, diviser cet ensemble extrêmement dangereux s'il est uni. Et d'ailleurs, tous les grands désastres nationaux, et vous retrouvez la patte soit de la Prusse, hein, ça c'est sous Napoléon Ier, Napoléon III, mais après l'unification allemande, vous retrouvez l'Allemagne. Hein. Après 1870, c'est la proclamation du Reich allemand dans la Galerie des Glaces en 1871, avec Bismarck. Et puis, pas besoin de vous expliquer, 1914-1918, pas besoin de vous expliquer, 1939-1945. Et donc, à chaque fois que l'Allemagne a commencé à se réarmer, notre histoire nationale nous explique depuis plusieurs siècles que c'est un signal rouge. Voilà, c'est un signal rouge. Voilà. Et donc, face à ça, il faut absolument que les Français aient à la tête de l'État une équipe de gens compétents et responsables. Moi, je suis extrêmement inquiet de voir que notre pays est aux mains de branquignoles, toxicomanes, et qui sont capables de, comme ça, pour un bon mot, ou parce que tout simplement ils vont se tripoter dans un train, ah oui, pas de problème, je te passe mes armes nucléaires, etc. Ça, c'est la superficie. En plus, ça correspond à la pire des traditions françaises.
c'est des désastres sans nom que dénonçait De Gaulle. C'est justement cette superficialité, cette méconnaissance de l'histoire. Hein. C'est la façon comme, par exemple, lorsque l'on perd la bataille des plaines d'Abraham au nord de Québec, on perd tout le Canada français. Vous avez Voltaire qui écrit tout ça, c'est pour quelques arpents de neige. Voilà. Vous avez la Pompadour qui dit après nous le déluge, quand le feu est au château, qui se soucie des écuries. Enfin, toute espèce. Il y a une tradition de superficialité française qui traverse les siècles et les régimes, qui nous a toujours menés aux plus graves désastres nationaux. Donc là, je suis content que cet internaute ait posé cette question. C'est extrêmement grave. Les responsables et dirigeants des partis d'opposition doivent exiger à l'Assemblée nationale que tous les textes que M. Macron a pu signer avec Pierre-Paul Jacques, que ce soit à Berlin, à Varsovie ou autre, ces textes-là ne doivent pas être avalés comme ça. Ils doivent être traités comme des traités internationaux en vertu de l'article 59 de la Constitution. Il doit y avoir un débat et ils doivent être ou non ratifiés par le Parlement. Et il faut que les députés français refusent de ratifier un traité qui nous amènerait, même si j'ai bien compris, ça n'est pas aussi clair que ça, qui nous amènerait, nous les Français, à aller positionner des armements nucléaires en Allemagne, contrairement au traité de Moscou, ce qui mettra ipso facto immédiatement la Russie en droit international de réagir, parce que c'est une violation du traité, dont c'est un traité quadripartite, enfin, plus les deux Allemagnes, et la Russie est partie prenante. Donc, si d'aventure on faisait ça, on violerait le traité de Moscou. La Russie pourrait à tout moment intervenir militairement. Elle en aurait le droit en termes internationaux. Et par ailleurs, nous n'avons pas non plus à aller nous mettre nos armements en Pologne, et pourquoi pas aussi en Estonie, chez cette folle dingue de Kaja Kallas. Hein. Voilà. Donc ça, vraiment, écoutez, je ne sais plus quoi dire d'autre. Vous avez compris cette position. Mais il faut vraiment comprendre que c'est grave. Là, on est dans une situation extrêmement grave et je suis outré, révolté, scandalisé, ulcéré. Je ne sais pas comment faire devant cette espèce d'apathie générale de la société française, devant ce silence total des médias, qui sont là qui ressassent. Ah non, c'était pas un pochon de cocaïne, c'était simplement un mouchoir. Ah non, ce qu'a caché Mertz, c'était pas une cuillère à coke, c'était tout simplement une touillette pour touiller l'eau qu'il y avait dans le verre devant. Enfin, c'est atroce en fait. La responsabilité des médias, elle est aussi colossale que la responsabilité des dirigeants de l'opposition.